Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Vraiment content de te retrouver. Sylvain, ça fait un petit moment, toi aussi, qu'on s'était vu. Ben Sylvain, les chiffres sont sortis pour le premier trimestre de 2024 et la hausse d'insolvabilité est alarmante chez les entreprises et les citoyens québécois et canadiens. On regarde une vidéo à cet effet, puis on commente par la suite cette vidéo ensemble. Parfait. Olivier Bourque est avec nous. Vous avez compilé, vous avez rassemblé ces chiffres-là. Ça se voit autant chez les consommateurs que dans les entreprises, cette insolvabilité? Oui, absolument. Et lorsqu'on parle de dossier d'insolvabilité, Marc-André, c'est les faillites, évidemment, mais c'est aussi les propositions des consommateurs. Lorsque le consommateur ou l'entreprise tente de s'entendre donc avec ses créanciers. Alors, les chiffres que je vais vous présenter, ce sont les chiffres globaux. Et même une statistique pour dire à quel point c'est difficile actuellement. Je regardais en fin de semaine, la crise du logement, c'est devenu la première cause de stress en psychiatrie. C'est quelque chose, oui, ça. Oui, absolument. Alors, vous allez voir, ce sont les dernières données du surintendant des faillites. La première donnée que vous allez voir, ce sont les consommateurs. C'est pour le premier trimestre, soit dit en passant, de 2024, les 3 premiers mois de l'année. Et regardez le nombre de dossiers qui ont été déposés. Ça, c'est au Canada au complet. Tout près de 34 000, ça veut dire 372 dossiers par jour. Alors, encore là, je le dis, c'est pas seulement des faillites, mais également aussi des propositions du consommateur. Et c'est une hausse de 14 sur un an. C'est le niveau, le chiffre que vous voyez en haut, c'est le niveau le plus haut depuis le 4e trimestre de 2019, donc avant la pandémie. Depuis ce temps-là, donc, on est en train de piger dans les dépenses avec l'inflation, puis on sait aussi ce qui se passe avec les coûts d'emprunt, puis aussi donc les coûts du prêt hypothécaire. Vous savez que c'est des hausses de 25 sur un an. Alors, on voit vraiment que ça crée de l'insolvabilité pour les consommateurs. Pour les entreprises également, même situation, vous allez voir, mais c'est encore plus dramatique selon moi. Ah oui? Oui, alors, donc pour le premier trimestre de 2024, plus de 2000 entreprises qui ont déposé un dossier, une augmentation de 87 donc sur un an. Cette augmentation-là, Marc-André, c'est la plus haute depuis qu'on collige ce type d'information depuis 37 ans, soit dit en passant. Et c'est 126 plus élevé qu'au début de la pandémie. Et également, le chiffre que vous voyez, donc 2000, il faut reculer à la crise financière de 2008. Pour les entreprises, on sait ce qui se passe. Évidemment, donc la hausse du prix du loyer, ça c'est sûr et certain. La hausse du prix des intrants. Et je veux aussi dire pour les coûts d'énergie, Marc-André, souvent on en a parlé. Vous savez que c'est plafonné à 3 pour les résidentiels. Mais pour les PME, ce n'est pas plafonné à 3 Cette année, les coûts d'énergie, les hausses d'Hydro-Québec, ça va être de plus de 5 et l'an passé, c'était de plus de 6 11 sur 2 ans. Ça commence à paraître. Ouais. C'est quoi son expertise à Pierre Fitzgibbon en tant que grand cerveau d'hydroélectrique? Hydro-Québec, là, c'est pas né hier, ça, là. Comprends-tu? As-tu pensé de toute l'expertise? Hydro-Québec, c'est l'une des plus grandes sociétés, justement, en hydroélectricité au monde. Il y a comme de l'illogisme dans toute cette histoire-là. Ou bien, on a carrément perdu le contrôle d'Hydro-Québec. Mais ça se peut pas qu'on ait perdu le contrôle d'Hydro-Québec. Pourquoi que depuis qu'il est nommé, ça va très mal à Hydro-Québec, dans le sens qu'on a pas assez d'électricité, puis qu'il faut couper, il faut se sacrifier, etc. Alors, bon, prenons la fameuse filière de batterie. Bon, là, il est rendu, là, on en a des projets, là, on est rendu à 16 milliards. Regarde, c'est lui-même qui dit qu'on n'a pas assez d'électricité. Là, on est rendu à 16 milliards. On va se rendre à 24 à peu près. 24 milliards. Comment on va produire pour tout ça? Ben, écoute bien, là, je te dis que c'est quoi les perspectives, c'est quoi les analyses sur lesquelles tout ça, ça repose? Peut-être aussi vous montrer les secteurs où on souffre le plus, là, où il y a plus de dossiers d'insolvabilité. Bien, hébergement, restauration, on le sait, depuis la pandémie, c'est très dur. Transport et aussi entreposage. Fait que Sylvain, on n'entend pas beaucoup parler de tout le contrepoids du après-COVID. Ouais. On l'avait déjà dit dans des émissions, tu t'en souviendras, mais ça frappe solide, ça frappe même plus solide que cette fameuse récession de 2008. Là, c'est du jamais vu. Là. Non seulement ça, écoute, l'article où j'ai pris pour te faire plaisir, parce que tu as aimé ce que Michel Richard, c'est Michel Richard, je pense, son nom. Là, Girard. Michel Girard. Parce que je sais que tu as aimé ce qu'il a dit, c'est pour ça que je t'ai fait un petit cadeau en remettant. Mais dans l'article en question, voici ce que ça nous dit. Au Québec et au Canada, lors des 12 derniers mois, soit d'avril 2023 à mars 2024, il y a 3 305 entreprises québécoises qui ont déposé un dossier d'insolvabilité en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, dont 2 696 faillites. Hey, c'est de la faillite, là.
et 609 propositions de règlement avec les créanciers. Au Québec, le nombre d'entreprises québécoises insolvables a bondi de 57 % en l'espace d'une année et de 132 % depuis 3 ans. Non seulement ça, ça continue plus loin. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2018 du gouvernement caquiste de François Legault, là, à un moment donné, il faut arrêter de pelleter sur le dos du COVID. Là. Je pense que les chiffres le démontrent très, très bien. Le nombre de sociétés québécoises qui ont... Là, on parle depuis 2018. Là, le nombre de sociétés québécoises qui ont déclaré faillite a augmenté de 1108, soit de 70 %. Les Sociétés du Québec Inc., qui ont déposé depuis 1 an un dossier d'insolvabilité, représentent 58 % de toutes les déclarations d'insolvabilité d'entreprises effectuées au Canada depuis 1 an. Le nombre d'entreprises québécoises, 3305 insolvables, est 2 fois plus élevé au Québec qu'en Ontario, où on a recensé 1626 sociétés insolvables. Dans le texte qui se poursuit, ça nous dit « En comparant le nombre de dossiers d'insolvabilité d'entreprises qui a été enregistré au Canada lors du premier trimestre 2024 à celui du premier trimestre 2023, l'augmentation atteint 87,2 %. C'est la plus forte hausse enregistrée en 37 ans de statistiques. Les déclarations d'insolvabilité d'entreprise ont augmenté de 31,7 % au premier trimestre de cette année par rapport au trimestre précédent et sont 126,8 % plus élevées qu'au début de la pandémie au premier trimestre de 2020. Plus de 2000 entreprises canadiennes, dont 1125 du Québec, ont déposé un dossier d'insolvabilité au premier trimestre de 2024, atteignant ainsi le volume le plus élevé depuis la récession de 2008. Sylvain, comment la situation économique globale du Québec a-t-elle été contribué spécifiquement à cette augmentation record des faillites d'entreprises par rapport à l'Ontario? Bien, c'est catastrophique, mais c'est une volonté politique. On a toujours pensé, on a des politiciens, ils ne connaissent rien. Là, on va prendre des hommes d'affaires, ils vont gérer ça. Mais c'est tous des propriétaires, ou ça a été des propriétaires de M. Legault, Fitzgibbon, de grosses entreprises qui, ça leur faisait plaisir d'écraser des petites entreprises qui leur barraient le chemin. Là. Fait qu'ils ont gardé cette mentalité-là. Pour eux autres, que les lois qu'ils font ou que les décisions qu'ils prennent fassent mourir les petits entrepreneurs. Ils ont vécu comme ça toute leur vie. Ils n'ont pas de pensée sociale. Je veux dire, on en a parlé, qu'il y a une usine de batterie qui va avoir 3000 employés à Saint-Basile-le-Grand, mais qu'on a 2500 entreprises PME qui ferment, qui ont en moyenne minimum 5 employés. Là. On parle de 250 000 emplois. Là. Un moment donné, là, qui disait qu'il allait y avoir des faillites partout là, sur ce qui était prévu. Ils n'ont aucune gêne là-dedans. C'est illogique. Là, Michel Girard parle de 16 à 24 milliards pour une usine de batterie de 3000 employés, alors que tu pourrais mettre 24 milliards à sauver les PME du Québec. Ben oui. Bien, tu n'aurais même pas besoin de ça. Là. Il avait sorti le chiffre pour sauver, effacer toutes les dettes là, COVID, là, les prêts qui avaient été, là, les prêts d'urgence, c'était 87 millions. Il aurait au moins donné de l'air là, à tous ces gens-là. Puis on parle d'un gouvernement, ça c'est canadien aussi, qui ouvertement, ce qu'il dit, c'est que sa stratégie, c'est d'arrêter la consommation en augmentant les taux d'intérêt. Mais si tu arrêtes la consommation, c'est sûr que les entreprises vont faire faillite. Le dollar, il parlait de l'hébergement, la restauration. C'est sûr que si ton loyer ou ton hypothèque passe de 1 500 par mois, puis là, tu renouvelles à 2 800 parce que c'est des cas réels, là, bien là, c'est sûr que tu allais au restaurant 2 fois par mois, bien là, tu vas mettre ça 2 fois au 6 mois, là. Tu sais, fait que ça a un effet, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr, mais c'est volontairement, ils ne s'en cachent pas. Ils veulent arrêter la consommation. Ouais. Fait que c'est sûr que ça va frapper un mur. On arrive là. Exact. Puis c'est pas repartable après, là. Ça va prendre je ne sais pas combien de temps. Là. Les gens vont rester avec une crainte. Puis tous ceux qui perdent leur job, tu ne te retrouveras pas. Ils vont pas tous aller travailler chez Walmart demain matin. Là. À un moment donné, là, c'est le chômage. Là. La prochaine étape, c'est le chômage qui va augmenter. Ouais. Puis moi, dans ma vie, je n'ai jamais été au chômage. Là. Merci Seigneur, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est si évident que ça. Là. Non, tout à fait. Hein? Dans quelle mesure les séquelles de la pandémie de COVID-19 continuent-elles d'affecter les entreprises québécoises, notamment en termes de coûts d'exploitation, de capacité à générer des revenus? Est-ce que tu penses qu'on est encore en train de pelleter la cause à effet sur le COVID ou tu penses que c'est juste une mauvaise gestion de nos gouvernements? Bien, c'est sûr que le COVID n'a pas aidé, là, mais là, les décisions qui sont prises là ne sont pas prises pour ramener ça. Ils sont prises pour continuer la vague. Aligné avec un plan de mondialisme, d'arriver à... C'est ça. Parce qu'on le dit, si tu enlèves toutes les petites entreprises puis que tu as juste à dealer avec des grosses entreprises, bien, c'est beaucoup plus facile de contrôler. Ouais. Les entreprises qui sont subventionnées,
Je veux dire, une usine de batterie qui vient ici, puis on lui donne 24 milliards. Essaye, toi, la petite entreprise qui a 5 à 10 employés, d'avoir ne serait-ce qu'un prêt de 100 000. Oublie ça, là. C'est quoi les secteurs les plus touchés? Bien, actuellement, là, c'est le dollar loisir. Ouais. Tout ce qui est dollar loisir, c'est la première place. Tu sais, tu vas nourrir tes enfants avant d'aller voir les Canadiens ou avant d'aller au cinéma ou aller au restaurant. C'est sûr que là, c'est les vacances, tout ça, là, c'est là que ça fait mal, là, parce que c'est la place la plus facile à couper. Mais si ça continue comme ça, là, ça va couper encore plus. Le logement, l'habitation, puis là, on met ça sur le dos des immigrants. Mais les immigrants ne peuvent pas avoir tout créé ça, là. Mais non. Tu sais, ça là, on dévie le tir, là, carrément. Puis ce qu'ils disent dans les statistiques actuellement, puis c'est le problème, on parle de personnes, un couple, qui a un bon salaire, un salaire raisonnable les deux, mais leur coût fixe a tellement augmenté en tant que famille qu'ils sont obligés d'aller se nourrir dans une banque alimentaire. Ça, c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Mais moi, je suis allé à Hawaï il y a quelques années, là, il y a une dizaine d'années après, avec mon épouse, c'était un voyage d'affaires, une convention. Puis, à Hawaï, là, ils vivaient ça, eux autres. On était allés passer une journée à travailler dans un refuge pour itinérants, là. Puis les familles qui faisaient affaire là avaient un job. Mais ils n'étaient pas capables de se payer soit un appartement, c'était des familles, là. Puis ils étaient obligés d'aller coucher dans tu sais, à la maison du père, là, à tous les soirs avec leurs enfants. Le matin, ils sortaient, ils allaient à l'école, ils allaient ici, mais pas capables de se trouver de logement. C'était inaccessible. Moi, je me disais, waouh, Hawaï, c'est aux États-Unis, là. C'est quand même... Mais les gens vont faire quoi, là? Là, ils sont plus capables de se trouver de logement. Ça, c'est catastrophique, là. Ouais. Parce qu'à Hawaï, là, il fait chaud, là. C'est quand même pas si pire. Mais ici, au mois de janvier, là, Exact. c'est pas évident, là. Pourquoi, selon toi, Sylvain, puis comment expliquer que le Québec enregistre un nombre de faillites 2 fois plus grand puis supérieur à celui de l'Ontario? Quelles sont les spécificités du marché ou des politiques économiques au Québec qui pourraient expliquer ou encore justifier le fait qu'on soit 2 fois plus... Bien, ça veut dire qu'on ne peut pas le justifier, mais historiquement, il y a quand même une histoire. Il faut se souvenir que toutes les maisons mères qu'on avait ici, toutes les bureaux de chefs d'entreprise ont tous migré vers l'Ontario, vers Toronto. Mais on parle depuis, de multinationales, depuis 25 souvent. ans. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous reste, notre filet, nous autres, c'est les petites et moyennes entreprises. Un bout des dollars, baissez votre taux de taxation, c'est ça. puis arrêtez de donner tout aux multinationales. Ben oui, mais il y a là le problème. Vous savez, il y a là le problème, là. C'est qu'ici, notre filet, il est fragile, là. Parce qu'il arrive une hausse de taux d'intérêt, une mauvaise année, une mauvaise récolte. Est-ce que notre filet il est vraiment fragile ou on veut que notre filet soit fragile? On l'a amené à se fragiliser. Mais comment ça fait que même là, nos agriculteurs sont en train de faire faillite? C'est pas normal. Pas normal, ça. Tu sais, des patates en plante, on en mange des patates. Tu sais, pas se pourrir d'être fait faillite là. Non, mais là, tu es rendu, tu touches au garde-manger des Québécois. Ben ouais, là. Ça va pas bien, là. C'est ça. Changeons de gouvernement puis ça presse. Bien, effectivement, ça n'a jamais été aussi mal qu'avec le gouvernement qu'on a actuellement. Je sais pas, il y a une cause à effet, là. Puis c'est l'arrogance et l'indifférence qu'ils ont, là. Tu sais, je reviens encore là-dessus. Comment tu peux te voter une augmentation de 30 quand tout le monde va mal? Comment tu peux faire venir les Kings de Los Angeles à 7 millions pendant que tout va mal? Comment tu peux pas être capable de négocier avec les infirmières, pas être capable de négocier avec les professeurs? Les policiers. Les policiers. Tu sais, c'est zéro, là. Tu sais, que ce soit M. Fitzgibbon, M. Dubé ou M. Legault, parce que c'est les trois, là. Mais les juges, on leur donne entre 22 et 50 d'augmentation. C'est ça. Fait que c'est sûr que là, le problème, il est là. Puis là, l'autre point que je voulais toucher un peu là-dessus, c'est, on en a parlé un peu cette semaine, moi puis toi, c'est que là, les gens sont tellement insécures, tellement... Puis là, ils voient là, les échéances qui arrivent, ils voient les hypothèques qui augmentent, leur propre loyer, là, il faut qu'ils se trouvent un... Puis les propriétaires qui en donnent à cœur joie, là, ils arrivent avec des augmentations de 40 % Là, les gens, ils ont peur de perdre... En même temps, les propriétaires sont pris dans une réalité aussi. Ouais. Tu sais, leur taux d'intérêt augmente, leur hypothèque augmente, ils sont obligés de payer plus cher, mais la régie du logement stipule qu'ils ne peuvent pas augmenter leurs locataires d'un certain pourcentage pour respecter puis, les locataires qui sont là, mais eux sont pris à la gorge aussi parce que leur taux d'intérêt augmente. Puis il y a quand même ce catch-22-là qui prend place aussi. C'est une réalité, là. Oui, mais le propriétaire... ça demeure un investissement. Alors que le locataire, c'est un besoin essentiel. Tu sais, fait qu'il faut qu'il y ait une règle qui va protéger les bons locataires. Tu sais.
Ça, on ne peut pas s'en sortir parce que là, c'est là que ça va être catastrophique. Tu as des gens qui quittent, le loyer est à 900 $, ils montent ça à 1800 pour le prochain qui arrive. Oh, mais ça, c'est illégal. Bien, oui, mais personne ne va aller contester ça. Mais on pourrait le contester. Ben oui, certain. Tu signes ton bail à 1800, puis tu vas à la régie du logement. Il est à 900, il peut juste me monter à 950. Ça, c'est la réalité. Puis ils vont gagner tout le temps. Mais les gens ont tellement peur. C'est l'angoisse, c'est ça que je le dis. L'angoisse, actuellement, a gagné tellement la population que là, ils sont vulnérables à beaucoup d'exploiteurs. Oui. Puis c'est pas tous les propriétaires, là, on s'entend, là, il y a beaucoup, la majorité des propriétaires sont corrects, là, mais tu as ceux qui veulent faire des flips. Fait que là, eux autres, là, ça leur dérange pas qu'une famille ou une mère monoparentale avec 3 enfants, quand ça se ramasse dans la rue, c'est pas le problème. Là. Fait que c'est là où la manière que le gouvernement Legault, puis ses sbires, là, gère actuellement les finances puis tout ça, il expose énormément les gens qui ont des problèmes de revenus. Là. Ils les exposent, puis ils les amènent à être vulnérables à toutes sortes d'exploiteurs. On en parlait cette semaine, là, achetez-vous de l'or, puis... Ou de l'argent. Ou de l'argent, c'est pas mal. Mais là, quand j'entends les publicités, puis ça dit « Hey, on fait même la livraison. » Tu achètes de l'or, là, puis on fait même la livraison. Là, tu vas voir, c'est un pawn shop qui te vend de l'or, là. Tu sais? Et puis, il y a beaucoup de fraude encore là, comme il y a eu à l'époque du Bitcoin, là, puis de la crypto-monnaie. Moi, je disais, c'est pas le problème de la crypto-monnaie, le problème. C'est le problème de tous les sites de fraudeurs. Tu penses que tu achètes de l'or ou tu penses que tu achètes de la crypto, mais il y a tellement actuellement de fraude, là. Tu penses que tu as acheté de l'or, puis c'est pas de l'or, là. Mais poussé à l'extrême. Les gens, ils cherchent tellement des solutions. Mais c'est ça. T'sais? Tellement que l'anxiété puis la peur, elle est prédominante, puis tu as peur de te retrouver le bec à l'eau. Ben ouais. Tu es prêt à accepter n'importe quelle solution, puis on dirait que tu suspends ton raisonnement. Bien, c'est comme si tu rentres dans une forêt, puis là, on dit « Fais attention, il y a des loups ». Donc là, tu te promènes, là, les loups, je veux pas qu'ils me pognent. Mais ton angle mort, il y a un grizzly qui s'en vient de bouffer, là, tu sais. Là, c'est ça qui arrive, là. Les gens se mettent... Parce qu'ils ont plus confiance dans nos gouvernements et les autorités. Fait que là, ils se lancent dans toutes sortes d'affaires qui est peut-être pire. Puis ils font plus de recherche. Tu sais, là, juste penser, là, tu sais, est-ce que as-tu de l'allure qui livre de l'or, là? Tu sais, c'est pas de la pizza, là? Non. Tu sais, juste là, tu devrais dire... Puis en 2 clics, si tu vois que c'est un pawn shop... Oui, tu sais, 2 clics, tu vois que c'est un pawn shop. Ça veut dire que lui, il achète de l'or, soit qu'il a fait fondre, je sais pas quoi. Puis, tu sais, déjà en partant. Puis la fraude, il faut faire attention, c'est toujours les fraudeurs ont toujours les mêmes. C'est premièrement, là, écoute, dépêche-toi parce que il en reste pas beaucoup. Là. Effet de rareté. L'effet de rareté. Le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire l'impression que tu vas passer à côté de quelque chose si tu le fais pas. Ça, c'est tous les fraudeurs. Madoff faisait ça, créait une rareté. Ah, moi, je prends pas d'autres clients. C'était le plus gros fraudeur aux États-Unis. Là. Ah, je prends pas des clients, il faut que tu sois référé. Tu sais, c'est un privilège de faire affaire avec lui. Puis après ça, bien, il y avait une rareté. Mais lui, tout l'argent que tu lui donnais, il la mettait dans ses poches. Mais ça n'a pas changé. À petite échelle, c'est le même. Là. Puis quand ils t'appellent, ces gens-là, puis là, souvent, ils font de la sollicitation. Puis nos personnes âgées sont vulnérables. C'est arrivé à une de tes clientes, je pense. Ils sont pas technologie, ils sont pas rien. Mais là, ils t'appellent, puis c'est ta banque qui est sur l'afficheur. Fait que tu te dis, ça doit être correct. Tu sais. Mais là, puis ils ont les renseignements parce qu'ils ont réussi à rentrer dans ton ordinateur puis ton compte. Fait que là, mais ils sont pas là de sortir ton argent. Ils ont besoin de ton consentement, si on veut. Puis là, les banques, actuellement, ils disent, ben ouais, mais tu as donné tes cartes puis ton NIP, fait que nous autres, on ne te protège pas. Tu as perdu 25 000. Fait que, tu sais, il faut que les gouvernements rassurent vraiment la population parce que là, ça va être catastrophique. C'est quoi les alternatives? Écoute, il n'y en a pas beaucoup. Il faut, il faut dénoncer. Là, le problème, c'est ça, c'est la plupart des gens ne dénoncent pas quand ils se font frauder. La honte est là. Comment ça, comme un viol. Exactement. Le nombre de personnes qui vont déclarer soit un viol ou une fraude comme ça, il est minime, là. Parce que la honte est là, ils veulent pas, que c'est de ma faute. Puis ils remettent ça sur leur faute. Mais tu as des gens, puis c'est la même chose avec la crypto-monnaie, là. Hey, les gens vendaient leur maison. Il y a un monsieur qui a passé à Radio-Canada, là. Il a vendu sa maison 700 000. Il a mis ça dans la crypto-monnaie. Parce que quelqu'un... Mais c'était même pas vrai, là. Il pensait qu'il achetait ça. Puis il y a un autre fraudeur dans le Journal de Montréal qui est sorti front page la semaine passée, là. Un jeune de 26 ans, il se promenait en Lamborghini, avion privé. Puis il a ramassé 17 millions, je pense, ou 1,7 million, là. Et lui, avec ça, c'est sûr qu'il roulait, là. Tu sais? Fait que tout ça pour dire, cette anxiété-là qui gagne la population actuellement, si elle n'est pas provoquée, ou elle est provoquée par nos gouvernements, les décisions de nos gouvernements,
puis elle est entretenue. Elle est entretenue. Puis c'est sûr que il n'y a pas moyen d'aller se sécuriser dans l'art, dans les placements, dans les maisons, dans tout ça. À travers les moments qu'on vit là, la seule place où on va trouver une paix, une sécurité, c'est en Dieu. Puis Dieu va nous donner des stratégies. Oui. C'est pas une formule magique, là, mais on va être moins vulnérable quand on est relax, puis on regarde ça, puis on dit, écoute, c'est un peu là, moi y penser, que de dire, ah là, il faut que je le prenne, je vais passer à côté de quelque chose, il n'y en aura plus. Il faut vraiment... La vente ou l'achat, l'acquisition de quelque chose, c'est très émotif. Oui, exactement. Souvent, quand je me suis donné le droit de dormir là-dessus 24 heures, le lendemain, j'achetais pas ce que je voulais acheter la veille. C'est ça. Fait que je pense que prendre ce recul-là, mettre ça, comme tu dis, là, devant Dieu, ça va nous assurer des meilleurs coups que de prendre des coups précipités. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été avec nous ce soir. Vous savez, la semaine dernière, on a eu une drôle de conclusion et j'avais vraiment à cœur de retravailler un peu ma conclusion de la semaine dernière qu'on a dû enlever de l'émission pour différentes raisons. Et j'avais à cœur de vraiment la relivrer, retravailler la conclusion de la semaine dernière avec tout ce qu'on a parlé ce soir. Je pense que c'est très, très, très opportun, soit dit en passant. Notre monde est en train de basculer. Et l'être humain est sur le point de se faire contrôler. En fait, tout a déjà commencé. Ça prend seulement des gens éveillés pour réaliser que notre monde a déjà chaviré. Cependant, à la vue de tout ce qui est en train d'arriver et qui par plusieurs aujourd'hui est discrédité, la majorité des gens vivent leur vie à fond engagés sans même s'arrêter à réfléchir et penser sur le fait que notre monde a chancelé. Donc, séduit et aveuglé alors que le jugement de Dieu a été prononcé, l'être humain, comme au jour de Noé, continue de fêter, de festoyer et sa pensée occupée en cultivant dans son cœur cette corruption que l'on appelle le péché. Et ça, sans se préoccuper où à la fin de la vie, de sa vie, il passera l'éternité. Cette nouvelle matrice mise de l'avant est dans notre monde déjà créé et sur le point d'être déployée dans notre société, viendra soustraire notre souveraineté pour la remplacer par cette dictature déjà engagée. Réactifs et affolés, certains tentent de trouver des solutions humaines à ce plan démoniaque exécuté, où il se fait tard pour solutionner ce jugement que Dieu avait jadis dans sa parole annoncé. Contrôle de la population et crédit social déployés à travers des moyens très controversés viendront renverser nos droits et libertés. Vous voyez, la table est maintenant mise pour implanter toutes ces mesures liberticides afin de brimer notre humanité à travers ce gouvernement de l'Antichrist prophétisé, utilisant cet écosystème technologique comme procédé, introduisant ce jour de conformité qui dictera une nouvelle manière de dépenser. Apocalypse 13, 17 a déclaré qu'un jour, personne ne pourrait ni acheter, ni vendre, ni acheter sans être sur la main droite ou le front marqué par le nombre de la bête ou son nombre rattaché à son nom et à son entité. Nous devons savoir qu'un combat spirituel est engagé. Et ce, depuis la genèse de notre humanité. Et si nous voulons sur cette guerre l'emporter, nous avons besoin de se tourner vers autre chose que des moyens humains déployés pour espérer remporter ce combat et le gagner. T'as beau te dire athée, ou encore l'existence de Dieu niée. Il n'en demeure pas moins que la seule solution pour triompher ne se retrouve dans aucun moyen par l'être humain façonné, mais elle réside dans un seul nom. Le nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Dans Deutéronome 31, 6, il est stipulé « Fortifiez-vous et soyez empreints de fermeté. N'ayez pas peur et ne soyez pas devant eux effrayés, car l'Éternel, votre Dieu, viendra lui-même à vos côtés marcher, sans même vous abandonner, ni vous délaisser. » Ésaïe 40, 31, qui représente vraiment un mot d'encouragement, dira « Ceux qui espèrent en l'Éternel voient leur force être renouvelée. Comme les aigles, ils prennent leur envolée. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. » C'est Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion, bonne méditation et à la semaine prochaine.